Merci. Merci à l'Institut Maïmonide de nous accueillir dans cette belle maison. Je regarde la toiture, je risque de ne pas regarder mon papier, tellement c'est beau. Je remercie aussi Vincent Duclerc qui a eu l'idée, c'est comme ça que je l'ai pris, c'est lui qui m'a fait cette proposition. Je le remercie de m'avoir fait la proposition de venir dans cette ville parce qu'elle est belle, mais aussi je le remercie pour tout le travail qu'il a fait à la tête de cette commission. Il ne l'a pas fait tout seul, il était bien entouré par des personnes compétentes et surtout motivées comme Chantal Morel ici présente. C'est un travail qui a été fait, c'est une commande de l'État, mais c'est un travail de chercheurs d'abord. L'État a donné les moyens, a ouvert les archives, après les chercheurs ont travaillé selon l'éthique et la méthodologie qui est la leur, qui est reconnue, et c'est pour ça que le travail qu'ils ont fait il est crédible et il permet d'avancer. Alors, je voudrais d'abord saluer Madame la Présidente de l'Université, Paul Valérie, je ne sais pas si elle est de partir. Je voudrais aussi saluer Monsieur l'adjoint au maire Sébastien Koch, je pense qu'on s'est déjà rencontrés. Monsieur Lancourt qui est directeur de l'Institut Maïmonide et Madame Annika So, deux personnes avec lesquelles j'ai correspondu pendant qu'on préparait cette réunion sans que je les connaisse, mais je trouve qu'ils ont été formidables dans cette préparation, ce qui nous a permis aussi d'arriver ici sans nous sentir un peu stressés. On savait qu'on était attendu. Merci à vous. Alors, il faut que je dise d'où je parle. En réalité, pour moi, c'est difficile. Je ne sais pas me situer. Eh bien, puisque cette soirée est organisée avec Ibuka France, ça veut dire que je parle en tant que président de cette association Ibuka France. Ibuka France, en un mot, ça veut dire quoi? Ibuka, c'est un mot du rwandais, c'est le Kinyarwanda, et je salue mes compatriotes rwandais et rwandais qui sont derrière Ibuka, ça veut dire souviens-toi. Donc, c'est une association dont l'objectif premier est la mémoire. Se souvenir, mais aussi transmettre cette mémoire qu'ils portent parce qu'ils sont rescapés ou descendants des victimes, mais qu'ils doivent transmettre à des non-rwandais parce que le crime, il est un crime contre l'humanité. Alors, il a été créé en France en 2002, mais il existe depuis pratiquement 1994. L'idée de créer une association Ibuka est née en Belgique pendant l'été 1994. Maintenant, il y a une grande partie de cette association au Rwanda même, parce que c'est là que se trouvent la plupart des rescapés, des descendants des victimes, que c'est là que le crime a été commis, c'est là que l'importance de la mémoire est plus fortement ressentie, mais aussi un peu partout dans les pays où se trouvent des Rwandais de la diaspora rwandaise. Mais je parle aussi en tant qu'historien. Je ne me déshabille jamais, je ne mets jamais cette casquette à terre, je la porte toujours. Donc j'essaye d'être à la fois un militant, parce que c'est quand même du militantisme, un militant associatif, mais ça me départit des exigences, en tout cas je l'espère,
des exigences de la recherche universitaire, puisque je suis d'origine, je suis à la base historien de formation. Alors, cela dit, je voudrais faire aussi 2 remarques. La première, c'est que je parle du Rwanda, nous n'avons pas une carte, mais vous savez tous où il se trouve, en Afrique centrale. Et en général, quand il arrive quelque chose dans un pays en Afrique, on a toujours tendance, c'est toujours considéré comme le continent noir, c'est le dark continent. Ce n'est pas, ça l'est moins aujourd'hui, quand même. L'Afrique est connue par beaucoup de gens, mais malgré tout, la connaissance que l'on a de sur ce continent, et surtout l'importance que l'on apporte à la recherche et aux résultats de la recherche. Dès lors que quelque chose se passe, il y a le réflexe, ah oui, ça a toujours été comme ça, le réflexe n'est pas d'aller comprendre, c'est de simplement rappeler ces préjugés de société un peu où les gens se battent presque tous les jours, d'où parfois ces simplifications portant sur l'explication, comme l'explication du génocide, on dit voilà des salauds, des sauvages contre des sauvages. Deuxième remarque, c'est que le génocide, comme l'a dit, vous l'avez lu dans l'introduction du professeur Vincent Leclerc, il y a un processus, donc ça ne tombe pas comme c'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il y a un processus, ça se prépare pendant. Il n'y a pas une règle, mais en tout cas, il y a un temps de maturation. Il y a un temps où cette idée mûrit. Il y a un temps où la cible est identifiée, stigmatisée, mise à part, de façon à ce qu'elle soit reconnue assez rapidement le jour où on voudra mettre en place cette soto. Donc, ça se prépare. Et dans cette préparation, dans cette période de préparation, aussi longue qu'elle puisse être, et ça c'est important, jusqu'au dénouement, ça n'est pas forcément une fatalité. Tout ne va pas forcément vers un génocide. Il y a dans une société, la société rwandaise à l'époque, elle compte 7 millions de femmes et d'hommes, y compris les enfants. Tous les 7 millions n'ont pas dans l'idée demain on va faire un génocide. Ça veut dire qu'il y a des chemins possibles, il y a des possibilités, il y a des gens qui vont finalement gagner la bataille, mais pour gagner la bataille, ils sont obligés de fermer des issues possibles et à chaque fois de trouver des moyens d'empêcher de passer par ici, de passer par là, jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur fin. Mais il faut comprendre que dans le processus, il y a aussi ces possibilités, ces voies possibles, ces chances perdues, ces opportunités manquées. C'est pour cela qu'on ne peut pas, le génocide des Tutsis n'est pas écrit dans l'histoire du Rwanda de 1950, et pourtant de 1950, il y a des éléments qui permettent. Il n'y est pas écrit forcément noir sur blanc, il ne découpe pas forcément de la révolution sociale, même si ça, dans la révolution sociale, il y a des choses qui se mettent en place et qui expliquent ce qui se fait en 1994. Mais cette étude de la période avant nous permet de comprendre comment les choses arrivent ou elles sont arrivées, mais aussi d'évaluer, de nous rendre compte
qu'il y avait des possibilités d'aboutir à autre chose. Et ça, c'est important, surtout si on se place du point de vue de la prévention. Une prévention est-elle possible si l'on pense que tout ça, qu'il y a une fatalité, que de l'heure que dans une société, il y a des noirs et des blancs, on va vers l'affrontement. Non. Non. C'est pas dès lors qu'il y a des blondes et des blondes qu'on va vers l'affrontement. Non. Là, il y a une possibilité de coexistence, il y a des solutions politiques, et puis il y a des moments, il y a peut-être des occasions, des événements qui font que, mais on n'est jamais dans la fatalité. Alors, ces observations faites, je vais passer à ce que j'avais préparé pour vous ce soir. Mon exposé s'appelle Racialisation, armes des génocidaires. L'exemple du génocide des Tutsis. Je parlerai bien sûr du génocide des Tutsis, mais surtout je vais m'intéresser à ce qui se passe avant le génocide lui-même pour comprendre la mise en place de cette racialisation et le mécanisme qui va conduire au basculement de la racialisation à l'extermination. Le trait distinctif du génocide des Tutsis, c'est sa rapidité. 3 mois, plus d'1 million de morts, c'est important. Et ça devient encore plus important lorsqu'on sait que ce n'est pas vraiment dû s'établir au 4 juillet, qu'au fond, l'essentiel du travail, parce qu'ils appelaient ça le travail, les mots sont importants, ils appelaient ça le travail, l'essentiel du travail est fait avant la fin du mois d'avril. Donc le million de morts, il est fait, il est déjà là avant, en 3 semaines. Donc il y a cette rapidité. Il y a aussi la violence, l'atrocité des violences qui sont infligées aux victimes. Une des avancées du tribunal pénal international pour le Rwanda, c'est d'avoir établi l'acte du viol comme faisant partie des constitutifs des crimes de génocide. Et parce qu'il a été pratiqué de façon massive. Parce que au-delà de la violence sexuelle, de cette pratique, c'est assez paradoxal pour les Rwandais qui sommes, je vais le mettre, qui prétendons être pudiques, respectueux de la femme, mais on a vu, nous avons des témoignages de ces femmes qui ont été violées en plein air, en plein jour, et par plusieurs personnes. Donc il y a la rapidité et la violence sans nom. Alors ils avaient les génocidaires tués avec une massue qu'ils appelaient en Kinyarwanda Namonga Noyumanga. Ça veut dire l'ennemi ne peut pas se racheter. Vous ne pouvez pas payer pour ne pas être tué. Par contre, les victimes pouvaient payer pour ne pas être tués à la machette. Comme c'est terrifiant, les gens donnaient de l'argent pour être plutôt fusillés. C'était plus rapide et les gens avaient moins peur que de la machette. Donc, sans trembler, les extrémistes de Hutus ont coupé les têtes des voisins. C'est un génocide de proximité, on dit, avec lesquels ils avaient jusque-là tout partagé. Plus de 60 ans après la proclamation du triomphe du catholicisme dans ce pays, les chrétiens du Rwanda n'ont pas hésité à
tuer leurs coreligionnaires, à les poursuivre pour les égorger dans les églises, arrachant les portes d'entrée, cassant les fenêtres, faisant effondrer les toits et les murs. Un grand nombre de religieuses et de religieux ont été assassinés parce qu'ils étaient Tutsis, pendant qu'une partie de leurs consoeurs ou confrères Hutus prêtait la main forte aux tueurs au nom de la défense des intérêts de leur groupe ethnique. On sait que le premier procès en Belgique concernait deux religieuses de Saumur, des bénédictines. Pas plus que les solidarités familiales, puisque les enfants des mères Hutus, que les mères Hutus avaient eu avec des enfants Tutsis ont été tués. Pas plus que les solidarités familiales, donc, la communauté de foi n'a pas protégé seuls et ceux qui avaient été condamnés à mort pour le seul motif qu'ils étaient nés d'un père portant une carte d'identité sur laquelle la mention Tutsi n'avait pas été rayée au bureau de l'état civil. Une carte d'identité rwandaise, il y a 3, il y en a même 4, il y a Hutu, Tutsi, toi et naturalisé, alors on lui fait les mentions inutiles. Donc pour un Tutsi, on lui fait Hutu, toi et naturalisé. La carte d'identité qui montre bien que la différence entre les Hutus et les Tutsis n'était pas aussi évidente que ça, puisqu'il fallait demander à la fin la carte d'identité. On ne pouvait pas forcément le voir. Mais il y avait quand même des préjugés qui pouvaient définir ce que c'était un Tutsi physiquement, mais en réalité, le physique ne suffisait pas pour savoir qui est vraiment Hutu ou Tutsi, sauf dans la tête, dans le fantasme. Le déchaînement brutal de la violence et son cortège d'atrocités monstrueuses cachent mal la discipline et l'ordre dans lesquels elle se déploie. On ne tue pas n'importe qui. Le but n'est pas seulement de tuer le plus grand nombre possible de Tutsis, mais c'est de les tuer tous. Alors on dit, il y avait une chanson qui accompagnait les meurtres, ça va Tsemba Tsembe. Tsemba Tsemba, ça veut dire, c'est un travail méthodique. On part d'un point, on va jusqu'à un autre, comme ça on est sûr de ne rien avoir oublié, on ne fait pas dans le désordre. Aucun témoin ne devait survivre, c'est le titre d'un livre de la FIDH par l'historien Alison Defort. C'est une violence efficace et méthodique. S'il y a bien eu plus d'1 million de morts en 3 mois, la géographie et la chronologie des grands massacres, c'est ce que je disais tout à l'heure, indiquent que les 3 quarts des Tutsis ont été tués avant la fin du mois d'avril. D'aucuns voulaient voir dans cette efficacité la résurgence de la sauvagerie africaine. Ce n'est pas cela que suggère la lecture des mots d'ordre lancés par la radio RTLM. Il disait « Regardez quelqu'un, regardez son physique, regardez son joli petit nez et cassez-le ». La logique est raciale. L'objectif énoncé sur les antennes de cette radio est aussi clair. Au bout du sentier pavé de corps sans vie et enrobés de sang et rigidifiés par trop de souffrance et d'humiliation, le promoteur du Hutu Power, c'est comme ça qu'il s'appelait, espérait l'avènement d'un jour nouveau qu'il nommait poétiquement l'aurore. Le grand soir à la rwandaise était au bout de la nuit, au lever du jour, soit le jour où il n'y aura plus de Tutsis, qu'ils appellent aussi des cafards, dans le pays. Le jour où c'est l'aurore, qu'un jour, le grand soir, c'était, ils espéraient qu'un jour se lèvera sur un pays où il y a débarrassé des cafards. La logique est délibérément raciale, l'objectif est l'éradication, un génocide. Alors, pourquoi Tutsi et Hutu? Alors, le Rwanda, c'est un pays comme les autres, donc on peut dire, voilà, le Rwanda, au commencement, c'était le Rwanda, c'est un texte
Aurélia DeVos, dans son livre, il y a quelque part au commencement, c'était le Rwanda, j'ai aimé ce titre. Au Rwanda, il y avait des Rwandais. Il n'y avait pas de carte d'identité, mais les gens avaient un nom. Et ils avaient aussi réussi à pouvoir s'identifier qui est qui par rapport à qui. Et ça s'appelait Ubwoko, I-B-O-W-O-K-O. Ça a été traduit après par la race. Ubwoko, ça a été... D'abord, Ubwoko, c'était les clans. Il y en avait 18. Et après, sous Ubwoko, on a mis les Hutus et les Tutsis et les Twa. On les a réduits à 3. Donc, il y avait une distinction, mais Hutu, Tutsi et Twa existaient aussi. Donc, il y avait des partitions parallèles. Ils se reconnaissaient dans un clan, mais aussi dans ces catégories qui sont plutôt sociales, qui énoncent l'activité ou la position de l'individu. Donc, on pouvait, ici, il y a 18 clans, donc les Rwandais sont répartis dans les 18 clans, mais dans chaque clan, on retrouve les Hutus, les Tutsis et les Twa. Mais c'est la seule partition qui a un nom rwandais, c'est le clan. Hutu, Tutsi, on ne sait pas ce que c'est. Donc, si vous demandez à quelqu'un dans les années 30, 50, vous êtes de quel Ubwoko, il va vous dire le clan. Il ne va pas vous dire qu'il est Hutu, qu'il est Tutsi, qu'il est Twa. C'est comme ça que c'est. Mais ça va être réduit entre Hutu et Tutsi et rectifié sans pour autant les faire disparaître. Même aujourd'hui, les Rwandais, Hutu et Tutsi se reconnaissent dans les mêmes clans. Ce qui signifie que, vu la communauté linguistique, à supposer, je ne sais pas comment les Rwandais se sont rencontrés sur ce territoire, qu'ils soient venus d'ailleurs, je suppose qu'ils sont arrivés il y a très longtemps et que les différentes souches ont eu le temps de se fondre les uns dans les autres, au point qu'on ne puisse plus savoir qui est qui. En tout cas, Tutsi, Hutu et Twa ne sont pas des catégories raciales ethniques, pas raciales en tout cas parce que les races n'existent pas déjà, mais ne sont pas des catégories ethniques dans ce sens qu'il y a une communauté de langues, de religions, de mœurs et de coutumes. Et qu'ils se marient entre eux. C'est à la fin du 19e siècle que les Européens, les premiers explorateurs, et surtout par le jeu de l'administration coloniale, de la pratique coloniale, que ces distinctions vont se faire, que ce passage des catégories sociales aux catégories raciales sera opéré aux dépens, dans l'oubli des véritables distinctions claniques, etc. Et ce qui va se passer dans cette fin du 19e siècle, c'est d'imaginer, c'est la reprise de cette comme une hypothèse de la coulée blanche sur le continent noir, et donc faisant des Tutsis, des Hamites, des gens venus d'ailleurs et qui auraient apporté une certaine clarté sur un continent couvert d'obscurité. Alors, pourquoi les Tutsis? Parce que quand ils arrivent, en fait, c'est associé, ils associent éleveur, pouvoir, élevage, le pastoralisme, le pouvoir, puis ceux qui trouvent à la cour, bien sûr, qui sont plus avenants, ils sont mieux que ceux qui se trouvent dans la campagne, etc. Et on commence déjà à voir apparaître au centre de l'Afrique des cotonnades qui viennent de la côte de l'océan Indien. Donc, on dit, ben voilà, il y a une classe qui certainement vient d'ailleurs, qui a organisé cette société et qui la domine.
Et donc les Tutsis vont être considérés comme ces gens venus d'ailleurs pour civiliser. Et la distinction, c'est le physique, le caractère de l'accueil, le fait qu'ils soient habillés ou pas habillés. C'est très simple, ils vont diviser la société, en tout cas d'Afrique du centre, de l'Est en particulier, en des catégories d'étrangers, de vrais noirs, de faux nègres. Le problème, c'est que l'administration coloniale, ce sont des hypothèses au départ. C'est Speke qui dit ça dans une cour en Ouganda, qui pense que ce sont des gars qui viennent d'Éthiopie. Il pose ça comme une hypothèse. Mais après, cette hypothèse va être transformée en une sorte en une histoire du peuplement. Le premier gouverneur allemand sur le Rwanda, il dit on entend dire, mais il ne le vérifie pas. On entend dire que ces gens, que ces Tutsis sont arrivés qu'il y a 4 siècles. Les Tutsis sont les premiers. Ce ne sont pas les Tutsis qui lui ont raconté ça. C'est que les explorateurs ont eu des hypothèses, ils les ont répétées, et elles ont été répétées par d'autres. Donc on entend dire que c'est devenu l'histoire. Et cette histoire, elle va être surtout, elle va se cristalliser par l'école. Parce que les missionnaires disent, si vous voulez construire, si vous voulez une colonie, que notre civilisation, que les choses avancent, vous devez vous appuyer sur la jeunesse Mututsi. Parce que c'est la plus apte à concevoir, à comprendre notre programme et notre projet. Et donc, cette idée des missionnaires va réussir, d'autant que la colonisation belge, en tout cas, l'administration coloniale belge, va confier à l'Église missionnaire le rôle, la mission de l'éducation. Elle le fait, peut-être c'est une histoire de belge aussi, mais aussi elle le fait parce qu'elle n'a pas suffisamment de cadre administratif. Donc, les missions qui sont implantées dans les pays du Rwanda, du Congo et du Burundi, eh bien, elles ont un rôle assez important dans l'administration coloniale. Ben, l'état civil, c'est l'état. Le mariage civil, c'est le mariage religieux. Tout mariage qui n'est pas religieux n'est pas civil. C'est les missionnaires qui vont servir d'intermédiaire entre l'administration et la population. Et l'idée des missionnaires, c'est ça. Les Tutsis sont venus d'ailleurs. La confusion ou bien cette distorsion va créer chez les Tutsis et chez les Hutus des sentiments différents, bien sûr. Chez les Tutsis, il y en a qui vont finir par voir que ce qui serait peut-être supérieur. Ils le pensent parce qu'il n'y a qu'une seule école qui prépare le cadre de l'administration. Ils sont seuls à y accéder. Mais qui sont seuls? Ce sont les enfants des chefs qui accèdent à cette école. Et comme ils ont accès à l'école, donc ils ont accès à la lecture et à l'écriture. Et donc par rapport à la majorité des Rwandais qui n'ont pas accès à cette école, eh bien, ils vont penser qu'ils sont supérieurs. Donc l'administration coloniale va créer une sorte d'aristocratie Tutsi. Mais tous les Tutsis ne sont pas partis de cette aristocratie. Mais ils se sentent tous capables d'y adhérer, d'appartenir à cette aristocratie. Tandis que les Hutus, même quand ils sont formés dans des séminaires, ils ont eu accès à la formation, à la préparation, à la maîtrise, ils savent très bien qu'ils sont barrés. C'est pas à eux qu'on va confier l'administration d'une chefferie ou de quelque chose comme ça. Donc il y a d'un côté comme de l'autre un développement d'un sentiment d'une différence profonde avec un ressentiment chez les Hutus et un sentiment d'infériorité, de frustration, d'être colonisé en ça. Résultat, dans les années 50, lorsque on commence à penser la décolonisation, la levée de la tutelle,
et la pensée d'abord exprimée par l'élite Tutsi, puisque c'est elle qui est tout premier qui dirige, eh bien l'élite Hutu proteste et pense qu'il y a une double décolonisation à opérer. La colonisation du noir sur le noir et puis la colonisation du blanc sur le noir. Et l'élite Hutu va trouver auprès des missionnaires une grande écoute, un appui. Alors cette écoute n'est pas... Elle est fondée sur cette idée de la doctrine sociale de l'Église. Ce sont les pauvres gens. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas inscrites, mais il y a aussi des accidents, il y a aussi... Bon, c'est la doctrine sociale de l'Église qui veut que les missionnaires pensent à l'épanouissement de ces petites gens. C'est normal. Mais l'élite Hutu qui va pouvoir en profiter, bon, il va vouloir aller beaucoup plus loin, ce qui fait que ce qu'on va appeler la révolution sociale qui précède la décolonisation, une révolution sociale dont l'objectif était d'établir l'égalité, va plutôt déboucher sur ça. Elle ne va pas être véritablement une révolution sociale, elle va être une révolution conservatrice. Ça veut dire qu'elle ne change rien. Les institutions changent, on passe de la monarchie effectivement à la République, mais les rapports sociaux vont demeurer identiques, c'est-à-dire inégalitaires. On avait un pouvoir Tutsi, on ne remplace pas un pouvoir Hutu, c'est tout. Mais il n'y a pas, ils se sont toujours considérés, la République rwandaise est toujours considérée comme une équivalente à la République française, de la Révolution française, sans se rendre compte que si la Révolution française avait effectivement aboli les classes, la Révolution rwandaise les avait conservées en changeant juste de signe. C'est les Hutus en disant c'est notre pays, les Tutsis sont venus d'ailleurs, ils peuvent y retourner ou rester ici, mais dans la marge. Alors, donc jusque-là, on pense qu'on fait une révolution sociale, qu'on rétablit l'égalité, et puis il y a une autre idée que les Hutus sont plus nombreux, donc il y a l'idée de promouvoir l'égalité et puis donner le pouvoir à la majorité, et donc ils sont majoritaires. Il y a des confusions de genre, majorité populaire, majorité politique, démocratique, et alors peuple naturel, et puis en face une minorité venue d'ailleurs, par conséquent, que l'on peut expulser de ce territoire. Donc la révolution sociale n'a pas d'effet uniquement sur le politique, sur l'appareil de l'État au sommet, il se traduit aussi par l'expulsion des familles de leur terre, des familles de Tutsis pauvres. Leurs maisons sont incendiées, leurs biens sont pillés, certains sont tués, mais beaucoup vont trouver, pour des raisons de sécurité, ils vont s'exiler dans les pays voisins comme le Congo, le Burundi, l'Ouganda, et même plus loin le Kenya, et même en Europe. Donc le parti qui sort de cette révolution sociale et qui est à la base, qui va constituer l'État indépendant du Rwanda en 1962, a pour le nom le Parti de l'émancipation de la masse Hutu. Et pour l'idée, l'objectif est défini au mois de mai 1960 par le fondateur de ce parti, c'est de redonner le pays à ses propriétaires. Et le propriétaire, c'est censé être celui qui l'a défriché. On va à l'origine, qui a défriché. Et alors, c'est pour ça qu'ils vont s'appeler, et on va retrouver son nom
en 94, vers les Sévahines, les fils de Sévahines. Gouhinga, c'est cultivateur. Donc, le fils du cultivateur, il est chez lui, tandis que le pasteur, il doit partir. Il y a des chansons qui circulent à l'époque qu'aucun Tutsi n'a participé au défrichage du territoire. Ils savaient qu'une chose, faire paître le bétail, et qu'ils vivaient de l'exploitation de la masse des Hutus. Alors, quand est-ce que ça dérape? Véritablement que ça dérape, parce que dans un premier temps, on ne le voit pas, on sent qu'il y a comme un fond de nécessité d'arrayer les inégalités, de faire promouvoir tout le monde, de donner promotion à tout le monde. Mais après, ça dérape. Ça dérape. Les premiers dérapages on peut les constater en 1963. Les réfugiés qui sont à l'extérieur du Rwanda, comme ceux qui ont été parqués dans des zones à l'est du Rwanda, des Tutsis, donc, parce qu'il y a des parties comme le nord du Rwanda qui vont être, où les Tutsis vont être chassés complètement, il n'en restera que très peu, et les Tutsis vont se retrouver soit parqués dans cette partie de l'est du Rwanda, ce qu'on appelle le Bugesera, ce qui ont lu les livres d'Ouatfeld. En fait, les enquêtes sont faites auprès des descendants des Tutsis qui ont été installés dans les années 60 et 62 dans cette partie est du Rwanda qui jusque-là n'était pas habitée. Et cette expulsion, cette déportation interne, c'est une traduction de l'idée que les terres qu'ils occupent ne sont pas à eux. Donc, d'un côté comme de l'autre, donc ils ne sont pas contents, ils vont vouloir rentrer, ils vont vouloir revenir de force, etc. Et il y a à un moment donné un raid une incursion de Tutsi qui est en 63, qui arrive par l'Est, par le Bugesera. Ça arrive à Noël en 63. Et très vite, ils sont neutralisés. Mais à la suite de cette incursion, le régime va véritablement montrer quel est son visage. C'est-à-dire que tous les leaders Tutsis qui étaient restés à Kigali, la plupart sont arrêtés, ils sont fusillés dans la ville au nord de Ruhengeri. On a à l'époque un télégramme de l'ambassadeur de Belgique qui est à Kigali, le 24 décembre 1963, qui dit « Attaque samedi », c'est-à-dire le 23, attaque samedi et tensions continues ont provoqué énervement extrême, autorité, police, armée. Déjà 20 otages exécutés, Tutsis fusillés à Ruhengeri hier matin. Multiples arrestations arbitraires totales. Je crois que cette situation dégénère en représailles massives contre la population Tutsi. Alors, ces représailles vont avoir un impact beaucoup plus profond dans le sud-ouest du Rwanda, loin de Kigali, où les populations civiles Tutsi, femmes, enfants et hommes, sont attaquées, les maisons sont incendiées, sont ligotées, jetées dans la rivière, d'autres sont tués à la machette et à la lance. Les exécuteurs sont les militants du parti du président, mais ils sont encadrés par les agents, les cadres de l'administration, les bourgmestres et les préfets et les commissaires de police. Dans l'ensemble du Rwanda, il y a des arrestations qui sont opérées, des emprisonnements et des fusillades. Alors, on le sait notamment par deux sources, trois même, les missionnaires dans les paroisses, dans les missions à Kyangugu et à Gikongoro. Ce sont surtout les missionnaires qui ont accueilli les réfugiés
et qui ont voulu les garder. Et pour ça, ils ont subi des pressions de la part de l'État qui demandait de les laisser, de les renvoyer sur les collines, et les missionnaires refusaient parce qu'ils savaient que sur la colline, il n'y avait rien, il n'y aurait rien à manger. Par contre, ils étaient attendus par des tueurs. On a des lettres de ces missionnaires, de protestation. Alors la deuxième source, c'est un homme, un professeur, Jules Denis Villemin. Il est décédé malheureusement il y a 2 ans du Covid, mais il était là en 63 et c'est lui qui voit ça et qui fait sortir l'information. Parce que là, au sud-est du Rwanda, c'était loin de Kigali, donc personne n'aurait pu le savoir. Et lui, il était à côté de Tabutare. Donc, il travaille pour le compte de l'UNESCO. Il démissionne de l'organisation, de son poste, et commence à faire des articles de presse. Et quand il revient en Europe, il organise des réunions au cours desquelles il parle il témoigne de ce qu'il a vu dans cette région. La troisième source, c'est le CICR, parce que le CICR, à la fin du mois de février, envoie une délégation au Rwanda qui mène des enquêtes sur l'ensemble des territoires et témoigne de ces fusillades autour des prisons et dans les forêts. Mais cette campagne est stoppée net, est arrêtée net, parce que Monseigneur Pérodin, qui était le parrain de la République, fait une tournée en Europe, explique que c'est la République, la jeune République, a été attaquée par des communistes de l'UNAR. Et il finit par gagner la partie. Alors, je vais finir parce que c'est à ce moment-là qu'on voit que ça dérape. Et à ce moment-là, on parle déjà du génocide. Le philosophe mathématicien Bertrand Russell parle du génocide. Le Vatican, Radio Vatican, parle du crime horrible, du crime le plus horrible depuis la destruction des Juifs d'Europe. Donc à cette époque-là, déjà on parle de génocide. Mais on ne le voit plus. Mais on finit par l'occulter. C'est pour ça que le déni, quand on ne connaît pas, c'est pour ça que l'histoire, que ce que nous faisons, ce que vous faites, Chantal, c'est ce que fait Vincent. Faire connaître, c'est très bien. Si on veut éviter des drames, il vaut mieux savoir un peu ce qui se passe. Parce qu'au Rwanda, en 1994, il y a aussi des gens qui lancent des alertes, et nous parlerons de Jean Kabila, mais les Rwandais, il y a des leaders, dans l'élite Hutu universitaire, tout le monde n'a pas dans sa tête qu'il faut découper les Tutsis à la machette. Il y a des Hutus organisés dans des partis de l'opposition et qui demandent l'ouverture démocratique au multipartisme, qui demandent la liberté d'opinion, d'expression, qui demandent l'égalité. Mais ces partis seront combattus au nom des intérêts du groupe Hutu. Sous le prétexte que si on fait du multipartisme au Rwanda, eh bien, les intérêts des Hutus ne seront pas servis. Il y a des Hutus au Rwanda qui se sont battus pour qu'il y ait des négociations entre le gouvernement rwandais et les rebelles du Front patriotique rwandais. Eh bien, ce sont eux qui ont été les premiers assassinés au début du génocide, comme le ministre des Affaires étrangères, comme la première ministre Agathe Uwimana. Donc, il y a des possibilités qui ne débouchent pas sur des conclusions heureuses, parce qu'elles n'ont pas l'appui nécessaire. Ces appuis, ces démocrates, ces autodémocrates, ces partis démocrates, entre 90 et 94, ont souvent demandé à la France, parce que c'était quand même le meilleur soutien, le meilleur du Rwanda, d'enlever, de retirer la protection qu'il accordait à Habyarimana.
parce que c'est cela qui le rendait de plus en plus autoritaire et sourd. Ils n'ont pas été écoutés. Et est arrivé ce que nous savons. Donc, je suis désolé d'avoir été bavard. Merci, monsieur.